Mes chers amis, ça fait plaisir, ça le comble. Je croyais que la politique n'intéressait plus personne. Je croyais que la droite n'intéressait plus personne. C'est ce qu'on disait partout. Et puis finalement, on se rend bien compte que ce vote interne, ça a remis un peu de sens à tout ça. Ça a permis à LR de récupérer 40 à 50 000 renouvellements ou adhésions, ce qui prouve quand même que des gens veulent voter, et donc que vous êtes impliqués. Vous êtes là, il y avait 1 million de personnes, Philippe, qui ont suivi le débat hier, 900 000 qui ont suivi le premier débat, il en reste 2, plus le Conseil national qui sera filmé. En réalité, la droite reprend sa place dans les médias, dans les propositions, dans les débats, et c'est bien ce qu'on attendait depuis longtemps. Et dans ce département, et je veux en remercier et Philippe et Marie-Do, et Georges, naturellement, en tant que président du conseil départemental. Dans ce département, les élus, Alex, eh bien, nous avons Christine Lavarde, et elle va nous rappeler ce que sont les fondements de ce projet commun à l'ensemble des candidats de LR. Merci tout d'abord à Philippe de me donner l'occasion de pouvoir présenter devant vous effectivement ce travail de synthèse que nous avons fait avec Olivier Marlès. Je suis très impressionnée de parler après le premier président du Sénat et après le président du département. Alors ce travail déjà pour vous dire que nous l'avons fait avec humilité car nous sommes conscients que notre famille politique vient de perdre les 2 dernières élections présidentielles, mais nous l'avons fait aussi avec volonté car nous pensons que notre heure est arrivée. Alors ce travail, vous y avez aussi tous participé, les militants, puisqu'il est le fruit d'un long travail qui a commencé en janvier 2021, qui s'est traduit par 12 conventions thématiques, plus de 200 réunions de travail, qui ont auditionné des experts de la société civile, mais même des gens qui par nature ne discutent pas avec les Républicains. Et je pense par exemple à M. Berger, grand leader syndical. Ce travail, il a été aussi fait et synthétisé à partir de notre ancrage local à Olivier Marlès, qui est plutôt un élu d'un territoire rural, avec moi, qui suis une élue des Hauts-de-Seine de Boulogne-Billancourt et fière de représenter le monde urbain. Mais cet travail, il a vraiment été fait en première proximité avec le terrain. Il a repris les propositions des militants, de ces experts de la société civile. Il a été soumis au vote et à chaque fois, les propositions des 12 conventions ont été largement plébiscitées. Et comme le disait si bien Roger Carucci à l'instant, ce projet, validé par l'ensemble de notre famille politique, montre bien que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Et vous pouvez le voir d'ailleurs à l'occasion des débats télévisés qui opposent nos 5 candidats. Les différences sont ténues, chacun après venant s'approprier ce socle commun. Alors, ce projet, bien évidemment, nous l'avons construit en se disant que nous avions une responsabilité en 2022. Et pourquoi nous avons une responsabilité? Notamment parce que le président de la République n'a pas tenu les promesses qu'il a faites devant les Français. Par exemple, a-t-il fait les 60 milliards d'euros d'économies? Non. Et le projet de loi de finances qui est en cours de discussion nous montre bien tout le contraire. Depuis qu'il a été présenté devant le Conseil des ministres, 25 milliards d'euros de dépenses supplémentaires ont été annoncés, 11 milliards d'euros de dépenses ont été votés par les députés dans le texte qui arrivera au Sénat cette semaine, pas plus qu'il n'a baissé, par exemple, les effectifs de fonctionnaires, alors même qu'il avait annoncé 120 000 suppressions. Est-ce qu'Emmanuel Macron a rendu à notre économie plus compétitive? Non. Un seul exemple, en 2020, la France a enregistré le pire déficit commercial en Europe. Est-ce qu'il a rendu la justice plus efficace en faisant appliquer 100% des peines et en construisant, comme il l'avait promis, 15 000 places de prison supplémentaires? Non. Aujourd'hui, 54% des peines seulement sont appliquées 6 mois après la condamnation. Les places de prison n'ont pas été construites, il y en a juste eu 2000. La moitié des amendes pénales ne sont pas recouvrées et les travaux d'intérêt généraux sont très peu utilisés et bien souvent plus d'1 an après la condamnation. Donc on peut se poser des questions sur l'efficacité.
Est-ce qu'Emmanuel Macron a fait exécuter 100% des décisions d'expulsion comme il l'avait promis dans un news magazine? Non. Aujourd'hui, seule 1 sur 8 a été appliquée en 2019. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de présenter un projet qui s'articule autour de 3 grands thèmes: protéger, libérer, rassembler. Alors bien évidemment, au moment d'écrire cette synthèse, nous n'avons pas pu faire abstraction des années difficiles que nous avons vécues, et nous avons notamment tiré les leçons de la crise sanitaire et de la crise économique qui, malheureusement pour nous, ont été un terrible révélateur du déclin de notre pays, des problèmes structurels dont nous souffrons. Alors tout ça, bien sûr, n'est pas porté au seul crédit du président de la République, mais en tout cas, il est temps d'y apporter une réponse. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à être dépendant de la Chine notamment, et on le voit bien aujourd'hui, très difficile d'acheter un véhicule neuf ou tout un tas d'autres biens de consommation parce que nous n'avons plus, par exemple, de microprocesseurs. Notre pays est aussi le seul qui n'a pas réussi à développer un vaccin, seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme le disait si bien Georges Siffredi, notre État doit protéger. Mais l'État doit être fort contre l'insécurité, le terrorisme, l'immigration de masse. Il doit être stratège pour défendre notre souveraineté et nos intérêts vitaux. Mais surtout, il doit être recentré sur ses missions essentielles, c'est-à-dire protéger les Français et défendre les intérêts de la France. Et donc, à l'inverse, il doit devenir souple et agile, là où aujourd'hui, il est souvent trop fort et trop directif. Et c'est donc le deuxième axe, libérer. Libérer comment? Libérer en allégeant les normes, la bureaucratie, les impôts, c'est-à-dire faire confiance aux acteurs. Les acteurs, ce sont les entrepreneurs, ce sont eux qui sont les plus à même de créer des richesses et des emplois. C'est faire confiance aux collectivités. Ce sont elles qui vont pouvoir décliner la politique publique en répondant le mieux aux attentes de nos concitoyens. C'est donc faire la chasse aux normes, c'est redonner l'envie d'entreprendre en divisant par 2 les impôts de production. Alors vous allez me dire, là je vous ai parlé beaucoup de dépenses et peu de recettes. Mais aujourd'hui, il existe un tas de leviers. Nous pensons notamment à l'action publique, elle peut être beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, il y a des ressources, notamment je pense aux ressources du numérique qui peuvent être mieux utilisées, c'est-à-dire en ne pas laissant sur le bord du chemin ceux qui n'y auraient pas accès, mais elles peuvent permettre de gagner et du temps et de faire un certain nombre de démarches pour un coût beaucoup moindre. On l'a évoqué, c'est réformer les retraites, une réforme que nous avons attendue depuis trop longtemps. C'est aussi lutter contre les fraudes, et notamment les fraudes fiscales et sociales. Et enfin, c'est rassembler. Notre pays sort divisé, on a opposé les uns par rapport aux autres. Et donc, c'est notre ambition commune, rassembler autour d'un projet de société qui est fondé sur la reconnaissance et la récompense de l'effort et du travail. Aujourd'hui, un Français qui travaille ne doit pas gagner tout juste plus qu'un Français qui vit uniquement des minima sociaux. C'est pour ça que notamment nous préconisons de constituer une indemnité sociale générale qui engloberait tous les dispositifs sociaux de manière à ce qu'il y ait une véritable visibilité du revenu du travail versus le revenu des dispositifs sociaux. C'est aussi rassembler en recentrant l'école de la République sur la transmission des valeurs fondamentales. Et c'est aussi rassembler autour de l'écologie en arrêtant de faire de l'écologie quelque chose de punitif, mais plutôt d'y voir là une source de croissance par le développement de nouvelles technologies plus propres. Par exemple, nous osons le dire, nous sommes favorables à l'énergie nucléaire, plutôt qu'à lapider de ci, de là des subventions massives. On parle de milliards vers les énergies renouvelables qui ne permettront pas de toute façon d'assurer l'indépendance énergétique de notre pays. Donc ce projet, je suis sûre que vous l'avez déjà tous feuilleté. Ce n'est pas le cas, vous pourrez le trouver sur le site internet des Républicains. Et donc, c'était aussi une volonté de notre parti de dire que non, la droite, elle travaille, elle existe, elle a des idées. Et c'est bien ce que nous montrent les 5 candidats dans chacune des réunions publiques qu'ils tiennent, dans les débats télévisés qu'ils tiennent. Et donc, il me reste maintenant vraiment, je pense, à céder la parole. Ah ben non, à Roger ou à Philippe. Non, applaudissez d'abord. Voilà.
Bien. Non, moi je suis le permanent. Je salue l'arrivée depuis tout à l'heure, même si évidemment il lui a pris sa place, mais enfin c'est pas grave, hein, de Patrick Ollier, maire de la belle commune de Rueil et président de la métropole du Grand Paris, accompagné d'ailleurs d'Éric Césari, le vice-président de la métropole. Et sur le coup, là, il y a un petit jeu de chaise musicale. Mais non, tu vas attendre 2 secondes, parce que quand même, Philippe, qui veille au grain, me dit « T'es gentil, mais il faut quand même citer les maires des autres communes qui sont venus, pas que des Hauts-de-Seine. Tout le monde vote. » Et il a raison, le candidat. Donc, Marie-Noëlle Giraud, maire de Coivert en Charente-Maritime. Marc Rouquette, maire de Panchard en Seine-et-Marne. Bruno Guénan, maire de Pessy en Seine-et-Marne. Olivier Colesso, maire de Chanteloup-en-Brie en Seine-et-Marne. Marc Couteau, maire de la Haute-Ville dans les Yvelines. Et Bernard Jamet, maire de Sannois dans le Val d'Oise. Merci à eux d'être présents. Et maintenant qu'elle s'est fait prendre sa place et son fauteuil, elle va pouvoir venir au micro. La parole est à notre secrétaire départementale, vice-présidente de la région et maire adjointe dans cette magnifique commune d'Asnières. Marie Do, c'est à toi d'enchanter. Mesdames, Messieurs, chers amis, Mesdames et Messieurs les personnalités, cher Philippe, chère Isabelle aussi, Mesdames, Messieurs, comme je suis heureuse d'être présente ce soir à vos côtés dans un vrai meeting en présentiel, après des campagnes municipales, départementales et régionales que nous avons passées derrière l'éclairage aseptisé de nos écrans d'ordinateur. Et surtout, quel bonheur de réentendre Roger Carucci emporter la salle, n'est-ce pas Roger? Quel bonheur d'entendre également notre président Georges Siffredi nous faire partager son analyse politique toujours éclairée, avec son air placide et tranquille. Et puis merci à toi aussi, chère Christine, Madame le sénateur, pour nous avoir fait partager cette analyse et le projet républicain sur lequel tu as travaillé avec Olivier Marleix. Mais surtout, quelle joie de vous retrouver aussi nombreux dans cette belle salle du théâtre de la Garenne-Colombes. Alors cette campagne pour le Congrès, c'est un plaisir, c'est une joie de renouer avec les belles réunions publiques des Républicains qui sont la marque de fabrique de notre belle fédération des Hauts-de-Seine. Plaisir aussi de participer à cette étape de la campagne du Congrès en tant que secrétaire départemental. Cher Philippe, dans cette belle ville de la Garenne-Colombes, la plus belle ville des Hauts-de-Seine, après Asnières, bien sûr. Non, enfin non, je voulais dire après Rueil-Malmaison, Monsieur le Président Patrick Ollier, après Puteaux, après Ouacolombe, après Suresnes, et là je pense que je m'égare parce que ça va être très difficile. Mes chers amis, nous avons tous des villes magnifiques. Et ce soir, nous sommes bien à la Garenne-Colombes, chez notre ami Philippe Juvin, un maire attentionné qui fait de sa ville un joyau. Philippe Juvin ne se présente pas à une élection dans sa ville. Il se présente à un plébiscite. N'est-il pas un des maires les mieux élus dans ce département des Hauts-de-Seine? Le mieux élu. Alors Philippe est aussi un efficace président de fédération à la manœuvre depuis plusieurs années. Il a permis à notre famille politique de remporter de grands succès pour les municipales, pour les départementales, pour les régionales, mais pas tout seul, avec les élus, avec tous nos candidats qui étaient de grande qualité, mais aussi avec vous. Alors je vous demande de vous applaudir parce que toutes ces victoires, ce sont les vôtres. Je disais, brillante élection pour les municipales, mais aussi pour les départementales, celle de notre cher président Georges Siffredi et de notre présidente Valérie Pécresse à la tête de la région Île-de-France, plus récemment. Alors, chacun sait mon engagement auprès de Valérie Pécresse. C'est une exceptionnelle présidente de région. Et Philippe le sait aussi. Georges en faisait état tout à l'heure. J'ai parrainé et je soutiens Valérie Pécresse pour ce congrès. Comme ça, c'est dit et c'est clair. Mais je connais Philippe depuis très longtemps. Nous sommes amis.
Je fais équipe avec lui à la tête de notre fédération LR des Hauts-de-Seine, une fédération qui compte aujourd'hui plus de 8500 adhérents. Nous avons plus que doublé le nombre d'adhérents depuis le mois de septembre, ce qui en fait une des fédérations les plus importantes de France. J'ai eu le plaisir de conduire avec lui la liste des régionales. Avec lui, nous avons sillonné tout le département à raison de 3 marchés par demi-journée, dans sa petite voiture qu'il conduit à toute vitesse, mais il respecte toujours les limitations de vitesse. Alors, en bonne avocate que je suis, enfin j'essaie, j'ai gardé des vidéos. Le jour où il m'embête, j'ai la vidéo de Philippe dans sa petite voiture à toute bombarde sur les rues des Hauts-de-Seine. Mais vous voyez, j'ai parrainé Valérie, je soutiens Valérie, mais Philippe m'a invité ce soir. Il m'a même laissé parler. Je trouve que c'est assez risqué, mais c'est en réalité la marque de sa grande ouverture d'esprit. Philippe est un démocrate, il aime le débat d'idées. Et en termes de débat, les Républicains ont démontré, hier soir encore, que nous étions capables de donner aux Français le spectacle de débats de haute tenue, chacun avec ses différences, avec ses singularités, mais tous unis autour d'un projet qui a le même corps et la même philosophie. Avec Michel Barnier, avec Xavier Bertrand, avec Éric Ciotti également. Pourquoi serions-nous gênés d'avoir le choix entre plusieurs personnalités d'une exceptionnelle qualité, dont l'une d'elles sera bien entendu appelée à prendre les rênes du pays en 2022 ? Alors, quel que soit le choix des adhérents, il faudra que les 5 candidats se mettent ensemble, unissent leurs forces à partir du 5 décembre prochain, et chacun des 4 autres, bien entendu, devra prendre toute sa place dans le dispositif. Alors, après avoir dit tout cela, je crois que je voudrais entrer dans le vif du sujet et vous apporter également quelques informations pratiques sur les prochaines étapes qui vont jalonner ce chemin vers le congrès du 5 décembre. Alors, premièrement, mobilisation maximale jusqu'à demain soir, 23h59. Il est encore possible d'adhérer et de faire adhérer aux Républicains, soit sur le site internet lesrépublicains.fr. Vous avez également à l'entrée de cette salle un certain nombre de bulletins d'adhésion pour celles et ceux qui n'auraient pas encore fait leur choix et qui auraient poussé la porte pour voir ce qu'on a à dire ici aux Républicains ce soir. Si je ne vous revois pas d'ici le vote du 5 décembre, 1er décembre, dès le 1er décembre, naturellement, pas un vote ne doit manquer. Il faudra que tous et toutes nous ayons exprimé notre choix à l'occasion de cette consultation qui sera essentiellement numérique. D'autres informations sur les activités maintenant et l'animation de cette campagne. Comme vous le savez, et cela a été dit, il y a déjà eu 2 débats. Il y en aura 2 de nouveau dimanche prochain, le 21 novembre, c'est ça, Philippe ? Oui. Le 21 novembre, sur CNews, si je ne m'abuse, et le mardi 30 novembre, à 21h, sur France 2. Dernier message, mobilisation totale, faites adhérer jusqu'à demain, 23h59. Il faut que nous soyons le plus nombreux possible pour voter à l'occasion de ce congrès. Merci de votre présence nombreuse. Et maintenant, je pense que nous allons entendre celui que nous sommes tous venus écouter. Pas tout de suite. C'est Roger qui donne le là et qui donne le timing. Merci de m'avoir écouté. Oui. Alors, pas tout de suite, parce que d'abord, nous allons avoir droit à un petit peu de cinéma. Parce que vous êtes venus quand même pour tout avoir. Donc, je ne sais pas combien dure la vidéo, mais 2 minutes. Allez, 2 minutes de Philippe Juvin avant Philippe Juvin. Je suis né à Orléans et j'ai mes racines en Corse, à Ucciane, dans la montagne. Mes grands-parents, des fonctionnaires et des ouvriers devenus patrons grâce à l'école. J'ai 4 enfants et chaque matin, je pense à leur avenir. Je ne suis pas le plus connu, mais je suis celui qui vous comprend. Je m'appelle Philippe Juvin. Je suis médecin. Et toute ma vie, j'ai travaillé avec des personnes dévouées au service des autres. Des femmes,
et des hommes engagés qui protègent, éduquent, soignent, servent et aident nos compatriotes. Leur tâche est immense car la souffrance s'amplifie chaque jour. Parallèlement à ma vie de médecin, je suis maire. Depuis 20 ans, j'ai été député européen pendant 10 ans. J'ai même été militaire en Afghanistan contre les talibans. Toutes ces expériences, je veux les mettre au service de notre pays. Cela fait 40 ans que la France est malade. Comme médecin et comme maire, je vois que nous sommes devenus plus pauvres que nos voisins, que nos services publics ferment, que l'État est de plus en plus directif et de moins en moins efficace. Nous ne sommes plus protégés, la violence explose partout. Même notre air et notre alimentation se dégradent. Et pendant ce temps-là, que font les hommes politiques? Ils commentent. Ils proposent toujours les mêmes vieilles recettes. Pour eux qui seront toujours à l'abri, la politique, c'est d'abord une rente. Cela a assez duré, nous devons tout changer. Il est temps de reprendre le contrôle sur cette bureaucratie qui nous étouffe, sur ces décisions qui se prennent toutes à Paris, sur ce mépris pour tous ceux qui ne viennent pas de la bonne école ou du bon quartier. C'est pour apporter des solutions que je suis candidat à l'élection présidentielle. Je mettrai fin au désordre, je redonnerai à la France sa place dans le monde, je simplifierai toute cette norme et paperasse qui nous asphyxie, je moderniserai les services publics, je reconstruirai notre recherche et notre industrie qu'ils ont bradée, j'accélérerai la transition écologique et j'améliorerai notre alimentation. Je lutterai contre l'ignorance et je réanimerai notre école. Je ferai en sorte que chaque Français ait un médecin pour se soigner et un toit pour s'abriter. J'aiderai d'abord ceux qui veulent s'en sortir. Je réconcilierai les Français. Je laisserai s'épanouir les talents de chacun. Je ferai confiance aux élus locaux, aux chercheurs, aux entrepreneurs, aux bénévoles, aux agriculteurs, à tous ceux qui se lèvent tôt, à tous ceux qui nous protègent, à tous ceux qui nous éduquent et à tous ceux qui sont sur le terrain. Le moment est venu, il est temps de reprendre le contrôle. Eh bien, écoutez, on nous avait dit, cette primaire, ça ne marchera jamais. C'est pas la peine d'ailleurs de la faire. L'élection est déjà faite. Le second tour, il est connu. Ça sera le même qu'il y a 5 ans. Eh bien, je n'ai pas l'impression que nous soyons seuls. Est-ce que vous avez l'impression d'être seuls ce soir? Eh bien, voyez-vous, quand j'ai présenté ma candidature il y a quelques mois, quand j'ai expliqué que je serais candidat à cette primaire, qu'elle soit ouverte ou fermée, à l'époque je souhaitais, comme beaucoup ici, qu'elle puisse être ouverte pour que le choix soit plus large et pour que cette primaire ait un véritable sens dans la population française, eh bien on m'a dit, au fond, les petits candidats sont-ils utiles? Eh bien quand je vous vois ce soir, que je compte le nombre de gens qui viennent dans les manifestations de mes concurrents, eh bien je me dis que la définition du petit candidat est peut-être une définition qu'il faut remettre sur le tapis et que peut-être les choses sont plus compliquées qu'elles ne paraissent. En tout cas, merci de votre présence. De quoi s'agit-il? La situation que nous vivons est probablement une de celles qui restent dans l'histoire parce qu'il y a des moments comme ça où la France doit faire des choix. Nous avons vécu une crise incroyable. Je veux évidemment parler de la crise du Covid, mais qui en réalité a été révélatrice d'un nombre considérable de dysfonctionnements de la société. Nous croyions avoir le meilleur système de santé du monde. Vous vous souvenez, on nous disait, mais en France, c'est vrai, nous payons beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes, mais nous avons le meilleur système de santé du monde. Le meilleur système de santé du monde, il n'a pas empêché que l'Allemagne, avec plus d'habitants, ait moins de morts finalement après cette épidémie. Donc la réalité des choses, c'est que nous avons observé le déclassement. Moi, j'ai vu des gens qui ne pouvaient pas se faire soigner. Nous avons tous des exemples d'hommes et de femmes qui ont été abandonnés durant cette épidémie. Le sort qui a été fait aux personnes âgées en particulier, dont certaines sont mortes, seules. Nous l'avons tous vécu. Des gens ont perdu leur emploi, des entreprises ont fermé. Et même si le gouvernement a fait de véritables efforts pour maintenir l'activité économique, on voit les conséquences majeures de cette épidémie. Et quand vous regardez la classe politique au pouvoir, vous observez quoi? Eh bien, ils voient tous les jours
la France tombait plus bas et il continue à commenter, comme s'il n'était pas concerné par ce qui se passe. On a l'impression qu'en réalité, ils sont au spectacle et ils sont responsables de rien. Quand quelque chose se passe et que ça va mal, eh bien on dit c'est parce qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, les bonnes décisions n'ont pas été prises. Je crois que les choses sont complexes en politique. Il serait faux de dire que tout est de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Mais quand même, quand on a les rênes du pouvoir, on assume ses responsabilités. On dit que oui, on est responsable du fait que depuis 5 ans, il n'y a pas eu d'infirmière qui a été formée en plus, qu'il y a moins de lits d'hospitalisation actuellement qu'il y en avait il y a un an et demi. Nous sommes dans une situation d'une extrême gravité. L'éducation. Regardez les classements éducatifs. Alors on nous dit, oui, mais les classements sont des classements. C'est subjectif. Oui, enfin c'est subjectif. Ce qui n'est pas subjectif, c'est que nous sommes toujours dans les derniers de ces classements. Le classement mathématique en particulier. Et nous avons cette France qui en réalité a double face. L'exemple des mathématiques est très intéressant. Avec une très grande école mathématique en France, avec des gens de très haut niveau reconnus au plan international, et pourtant, après, une immense majorité des élèves qui ne savent plus compter, avec des mathématiques qui tombent et le classement TIMSS qui montre qu'on est les derniers. Eh bien, c'est à l'image de cette France, des gens qui vont de mieux en mieux, et une grande masse de Français et de Françaises qui vont de moins en moins bien. La France se fracture. Jacques Chirac, en 1995, avait été élu sur cette idée, souvenez-vous, de la fracture sociale. Mais cette fracture n'a fait que s'aggraver, avec ce sentiment de mépris pour tous ceux qui n'ont pas fait la bonne école, qui ne viennent pas du bon quartier. On a une France réellement à 2 vitesses, et ces 2 vitesses s'accélèrent. Il y a beaucoup de maires autour de moi, et je peux constater, moi, que comme maire, jamais je n'aurais imaginé voir s'installer dans toutes nos villes des écoles privées, par exemple. Des écoles privées hors contrat. C'est quelque chose de nouveau. Il y a aujourd'hui des gens qui fuient l'éducation nationale parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'avenir dans l'éducation nationale. Et donc on a cette France qui se fractionne de plus en plus. Le déclassement, il est aussi économique. Le niveau d'endettement du pays n'a jamais été aussi haut que depuis 1949. Après une vraie guerre, cette fois-ci, nous étions devenus très pauvres et très endettés. Quelques années plus tard, et c'est raconté dans le livre de Perfide sur le général de Gaulle, le général de Gaulle décide d'envoyer son ministre des Finances à New York avec un chèque symbolique, il s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, pour régler la dette d'après-guerre. Et de Gaulle dit, ça y est, la dette était payée, nous étions de nouveau souverains. La question de la dette, c'est que nous ne sommes plus souverains, parce qu'en fait, nous sommes en train de nous faire acheter par le monde entier. Eh bien, cette question-là du déclassement, d'une France qui tombe, et de l'autre d'hommes politiques qui ne font que commenter, moi je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce qu'il y a des solutions. Plusieurs fois dans notre histoire, la France a connu des situations de ce genre, et elle s'en est sortie. Plusieurs fois dans leur histoire, nos voisins ont connu des situations similaires. La Grande-Bretagne des années 80, les États-Unis d'Amérique d'avant Reagan, l'Allemagne d'avant le chancelier Schröder, des hommes de droite, des femmes de droite, des hommes de gauche, ils ont trouvé une solution. Ils ont inventé un moyen de s'en sortir. Et nous ne faisons que tomber. Nous nous regardons et nous disons, au fond, nous arriverons toujours à tenir parce qu'il y a d'autres qui viendront nous sauver. Eh bien non, ça n'arrivera pas. Il y a un moment où il ne viendra plus nous sauver et où le salut viendra de nous. Et moi, dans cette campagne, j'ai voulu être candidat pour dire les choses. Je n'en peux plus, moi non plus, de cette politique qui se fait sur des bases de magie, où les réalités, au fond, n'ont aucune importance. Les chiffres n'ont aucune importance. On peut raconter n'importe quoi, et j'entends telle ou telle, Madame Le Pen, qui explique qu'il n'y a aucun problème, l'Allemagne paiera. Mais l'Allemagne ne paiera pas. Et si nous continuons comme ça, l'Allemagne fera même pire. Elle dira qu'elle ne veut plus continuer à payer pour la France. Et elle sortira de l'Union, et vous verrez alors que l'idée, c'est que certains pays très pauvres pourraient en sortir. En réalité, c'est le pays le plus riche qui décidera d'en sortir. Le danger est majeur de nous voir isolés parce que nous ne savons pas prendre les bonnes décisions. Je pense que la politique, ce n'est pas fait pour faire des catalogues de propositions. La politique, c'est fait pour avoir une vision.
Et c'est cette vision que je voudrais vous faire partager ce soir. Le premier élément de la vision, c'est que nous devons absolument mettre fin au désordre. Le désordre est immense. Alors quand je vous parle de désordre, vous imaginez évidemment les questions d'insécurité ou d'immigration, dont nous avons largement parlé durant les débats, vous avez vu. La moitié des débats sont sur la sécurité, la moitié des débats sont sur l'immigration. Moi, j'espère que dans le troisième débat, on va parler un peu de logement, on va parler un peu de santé, un peu de recherche, de culture, d'agriculture, et puis de réchauffement climatique. La COP26 vient de se terminer, et on a l'impression qu'en réalité, rien ne s'est passé. Eh bien, moi, je vais en parler évidemment dans le troisième et le quatrième débat. Mettre fin au désordre sécuritaire. Le vrai sujet, c'est quoi ? C'est que la peur a changé de camp. C'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont peur sont les honnêtes gens, et ceux qui n'ont pas peur sont les délinquants. À La Garenne, qui est une ville tranquille. Quand j'ai été élu maire il y a 20 ans, on est venu me voir en me disant « mais il faut peut-être envisager une police municipale ». Mon cher Georges, nous en avons parlé tout à l'heure. Et j'avais répondu « mais pas question à La Garenne, une police municipale. Mais ce n'est pas nécessaire. » Mais 20 ans plus tard, mesdames et messieurs, il y a une police municipale à La Garenne. Et elle est armée. Il y a plus d'une centaine de caméras et un CSU. Pourquoi ? Parce que l'État a tout lâché et que la société a changé et que la société est violente. Il y a en France aujourd'hui dans les prisons 26% de gens qui sont enfermés pour des raisons de vol avec violence. En 1980, il y a 40 ans, il y en avait que 8%. La violence physique a envahi le pays. Et ce n'est pas un sentiment d'insécurité, comme Mme Taubira nous l'expliquait. C'est une vraie insécurité que nous touchons du doigt en permanence. Et j'ai ces exemples de jeunes qui sont rappelés à la loi une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et qui, au fond, s'aperçoivent que rien n'arrive, qu'ils peuvent continuer, qui n'ont rien à craindre. Eh bien, moi, je veux que ça change. Je veux que la peur change de camp. Charles Pasqua, prédécesseur de Georges, disait « il faut terroriser les terroristes ». Eh bien, il avait raison. Mais il faut que nous terrorisions les délinquants. Comment on les terrorise ? Il faut plus de moyens à la justice et à la police. C'est d'ailleurs un des éléments qui fait, vous avez peut-être vu, ceux qui ont regardé dans les débats, que moi je crois que le moment n'est pas du tout venu de diminuer le nombre de fonctionnaires en France. Nous sommes désarmés à l'hôpital, nous sommes désarmés dans les EHPAD, nous sommes désarmés dans la justice, nous sommes désarmés dans la police, nous sommes désarmés partout. Ne me faites pas croire qu'on va baisser de 350 000 le nombre de chômeurs. D'abord, ce n'est pas vrai, on ne le fera pas parce qu'on ne peut pas, et parce que la France, aujourd'hui, ne le permettrait pas. On en a besoin. Et donc, moi, je veux des moyens. Je veux des moyens pour la justice. Je veux des moyens pour la police. Mais je veux aussi une justice et une police qui réfléchissent différemment. Moi, je ne suis pas un de ceux qui disent que les juges sont laxistes. Je ne crois pas du tout ça. Je pense que les juges, ils font ce qu'ils peuvent. Et les policiers, ils font ce qu'ils peuvent. Sauf qu'aujourd'hui, quand on attrape quelqu'un, eh bien, il se retrouve une demi-heure plus tard, ou au pire le lendemain, à aller parader là où il commettait ses méfaits quelques heures auparavant. C'est ça le sujet, c'est la question de l'exemplarité. Je veux donc qu'on renoue avec les peines d'emprisonnement de courte durée. Ça existait avant. C'est Mme Belloubet et M. Macron qui l'ont supprimé en 2018, plus de peines d'emprisonnement de très courte durée. Moi, je crois qu'on dirait aux individus qui pourrissent la vie des uns et des autres, eh bien, vous allez en prison pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Quand je vois qu'un adolescent, quand vous lui supprimez son portable, au bout d'une demi-heure, il fait une crise d'épilepsie, mais je peux vous assurer qu'au bout de 10 jours de prison, il se dirait « Tiens, je n'y retournerai pas parce que là-bas, je n'aurai pas mon portable. » Au moins, ça aura cet effet-là. Et donc, ces petites peines de prison, elles ont la vertu d'être exemplaires. Et elles ont la deuxième vertu de ne pas conduire à la désocialisation, parce qu'il y a un problème sur la prison et la désocialisation. Mais en 10 jours, vous n'êtes pas désocialisé. Et il y a une troisième vertu, c'est qu'on peut les appliquer. Ben oui, autant on n'a pas de place de prison pour mettre des gens en prison durant 2 ans ou 3 ans, mais quand vous les mettez durant 3 jours ou 3 semaines, le sujet est tout à fait différent. Donc moi, je suis pour revoir la question de l'application des peines. Je suis pour revoir la justice. Je pense que la question, ce n'est pas la sévérité de la peine. Quand il y a un fait divers, il y a toujours un sous-secrétaire d'État ou un ministre plus intelligent qu'un autre qui veut mettre sur la table du Parlement une nouvelle loi pour punir plus sévèrement avec un quantum de peine plus fort. Mais tout ça n'a aucun intérêt.
toute façon, les peines ne peuvent pas être appliquées. Elles ne sont pas appliquées. Si je dis ça, sachez que je ne caricature pas les choses. Les travaux d'intérêt généraux en France, vous savez, les travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire que quand vous avez, je ne sais pas, cassé l'abribus, eh bien, on vous fait travailler plusieurs dizaines d'heures pour réparer l'abribus. Enfin, pas pour réparer l'abribus, parce que ça, ils ne savent pas le faire, mais pour faire ce qu'ils savent à peu près faire. Eh bien, dans 20% des cas, elles ne sont jamais appliquées. Jamais. Jamais. Et dans 80% des cas, elles sont appliquées plus de 400 jours après la commission des faits. Franchement, quand on a 17 ans et qu'on applique une peine 400 jours plus tard, est-ce que vous croyez que ça a une quelconque effet d'exemplarité? Évidemment, aucun. Et donc, moi, je veux qu'on revienne sur une justice qui ne soit pas plus sévère, la question n'est pas là, mais qui soit certaine. La certitude de la peine est plus importante que la sévérité de celle-ci. C'est ça qu'il faut se mettre dans le crâne, et c'est comme ça que moi, j'agirai. D'ailleurs, à ce sujet, quand j'étais à Kaboul, il y avait une ou deux images qui me montraient, j'étais bien jeune à l'époque, un jour je sors, c'était ma première sortie à Kaboul, nous étions en convoi, nous allions visiter un hôpital, puisque là-bas j'avais été chargé de faire le tour des hôpitaux pour connaître la situation sanitaire. D'ailleurs, je fais un excursus, c'était très intéressant de voir que les Américains étaient partout et nous nulle part, mais je ferme la parenthèse, on parlera de diplomatie tout à l'heure. Je vois des individus, une quarantaine ou une cinquantaine, en train de nettoyer la voirie dans de superbes ensembles orange fluo. Donc je me dis, ça doit être des détenus. Ben, pas du tout. Ce n'étaient pas des détenus. C'était des travaux d'intérêt généraux. Le type arrivait de chez lui le matin, il s'habillait dans sa tenue orange, il allait balayer et le soir, il repartait, il retenait sa tenue orange. Je trouve que la tenue orange est très saillante et je pense que pour les TIG en France, il faut peut-être y penser aussi. C'est une manière de mettre de l'exemplarité, de montrer aux gens que tout ça, ça se paye. Et puis il y a d'autres choses faciles à faire, qu'on peut faire immédiatement, parce qu'évidemment, il faut construire des places de prison. Mais vous savez qu'en France, si on veut construire une prison, il faut une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Pas pour des raisons budgétaires, mais parce que c'est compliqué. Tout est compliqué en France, la bureaucratie. Et donc c'est vrai que si on attend 5 ou 10 ans pour résoudre le problème de la sécurité, eh bien, les gens ne vont pas être contents, ils auront raison de ne pas être contents. Donc il faut être inventif. Et pour être inventif, il y a peut-être aussi l'idée très simple. En cas de rodéo urbain, je ne sais pas si vous êtes dans des villes où il y a des rodéos urbains. À la Garenne, il n'y en a pas. À Boulogne, il n'y en a pas non plus. C'est bien organisé. À Neuilly-sur-Seine non plus, ma chère Constance. Mais il y a des villes où il y en a. Eh bien, on attrape les gars et on confisque le scooter ou la moto. Ça ne coûte rien et ça a un effet immédiat. Et c'est vrai qu'ils le font une fois, ils le font 2 fois. Le mariage, qui pendant 1 heure bloque la rue, les klaxons, ce qu'on vous montre à la télévision et qui est vrai, et que nous vivons, eh bien, vous confisquez la voiture. Il n'y a pas besoin d'attendre 10 ans de construction de places de prison. La question de la reprise du contrôle de l'ordre public, c'est d'abord une question de volonté politique. Et sachez que moi, j'ai la volonté politique, je le ferai comme je vous le dis. Le grand désordre, il est sur l'immigration. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un problème majeur, c'est que nous ne pouvons plus accueillir, parce que nous avons des problèmes de logement, des problèmes d'école, des problèmes économiques, nous avons des capacités qui sont limitées. Et il y a 2 mythes qu'il faut absolument évacuer, et que j'essaye d'évacuer dans les débats. C'est le mythe, de l'immigration zéro. Enfin, qui peut croire à une immigration zéro? Qui croit qu'on peut fermer hermétiquement une frontière? Personne. Moi, je suis favorable à ce qu'on continue à accueillir les étudiants étrangers. Ça a été dit hier, ça a fait l'objet d'un débat entre nous. Je pense que c'est une erreur de dire plus d'étudiants étrangers. Dans la Silicon Valley, aux États-Unis, la moitié des entreprises licornes sont dirigées par des étrangers arrivés sur le sol des États-Unis d'Amérique. Nous devons, au contraire, faire venir des étudiants étrangers. Un des problèmes de l'immigration en France, c'est que nous accueillons des gens qui n'ont pas de diplôme. Vous savez qu'en France, seulement 20% de l'immigration familiale, qui est la plus grande, 20%, a son baccalauréat. 80% sous le niveau du baccalauréat. Donc le problème, mesdames et messieurs, ce ne sont pas les étudiants.
Le problème, ce sont ceux qui ne savent pas lire, pas écrire, et qui n'arrivent pas à s'intégrer à la société française, parce qu'ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit, et quelles sont nos valeurs, et quelles sont les leurs. C'est ça le sujet. Donc moi, je redis, pas d'immigration zéro, parce que ça n'arrive pas. Mais le deuxième mythe, ce n'est pas d'immigration sans limite. Nos capacités d'accueil sont limitées. Il n'y a pas de plus grand ennemi des immigrés que leurs faux amis. Ceux qui vous disent « non, nous pouvons accueillir tout le monde ». Tout ça est faux. Pour bien accueillir, il faut accueillir en choisissant. Moi, je veux que nous ayons une immigration choisie. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était italienne. Elle ne parlait pas un mot de français. Son fils, mon grand-père, est allé se battre à Verdun et il était français, défendu par le sang. C'est pour moi la nation. Nous sommes les gardiens d'une vieille histoire. Quand vous entrez sur le territoire national et que vous devenez français, vous devez devenir les gardiens d'une vieille histoire. C'est ça, l'immigration réussie. Et moi, je défendrai ce principe que l'immigration zéro, ça n'existe pas, que nous devons réguler l'immigration, qu'elle ne soit pas automatique, mais nous ne devons pas, parce que nous sommes un parti de gouvernement, raconter n'importe quoi. La question, enfin, sur le désordre, c'est le grand désordre diplomatique. Vous avez vu cette affaire de sous-marin, enfin abracadabrantesque, où on apprend que le président Macron est en réunion avec l'anglais, l'australien et l'américain, que ces gens-là discutent entre eux, et que nous apprenons 3 semaines plus tard qu'en fait, ils ont fait un deal dans notre dos. Et il semble qu'avec une seule poignée de main, avec le Premier ministre anglais ou le président des États-Unis, c'est réglé. Ben non, ce n'est pas réglé. La France doit se faire respecter. Et la France ne se fait plus respecter. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus vertueuse. Vous connaissez cette histoire de la réunion des ambassadeurs. Vous avez un ambassadeur de Suisse et un ambassadeur de France. Et l'ambassadeur de France demande à l'ambassadeur de Suisse « Mais monsieur l'ambassadeur, pourquoi en Suisse vous avez un ministère de la Marine ?» Et il y a le Suisse qui lui répond « Monsieur l'ambassadeur de France, vous avez bien un ministère des Finances en France. » Le sujet, il est là, profondément. C'est que pour peser dans le débat des nations, dans le concert des nations, il faut être vertueux. Et ça ne sert à rien de vouloir donner des leçons au monde entier, comme Emmanuel Macron le fait depuis maintenant 5 ans. Il explique aux uns et aux autres comment il faut gérer les choses. Il essaye d'expliquer aux Suisses comment il faut gérer leur tas d'or, aux Allemands qu'ils devraient faire la croissance différemment, mais ça ne marche pas. C'est quand vous êtes vertueux chez vous qu'on vous écoute. La diminution, la chute de l'influence française, c'est d'abord cela. Nous devons être vertueux chez nous et ensuite nous pourrons donner des leçons au monde. Eh bien, comprenez que mettre fin au désordre, c'est tout ça. C'est de la vertu, c'est une immigration contrôlée et pas n'importe quoi. C'est une sécurité qui est maîtrisée et enfin, ce sont des services publics. Moi, je crois aux services publics. Je pense que la droite, notre famille politique, s'est beaucoup abîmée dans le passé sur la question des services publics. Je pense que dans un pays qui est fracturé, affaibli par l'épidémie, par la crise économique, par le chômage, par la crise identitaire dont nous pouvons mourir, la crise identitaire, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de dire « eh bien, nous allons mettre toute la gomme sur la suppression de 100 000, 200 000, 300 000 ou 400 000 fonctionnaires ». Ce n'est pas vrai. Nous ne le ferons pas parce que nous ne pouvons pas le faire. Moi, je ne veux pas baisser les effectifs de la fonction publique, en tout cas dans un premier temps. Je veux remuscler la fonction publique. Je veux donner plus de fonctionnaires au contact des individus, des uns et des autres, les justiciables, les patients à l'hôpital. Comment ? En prenant des fonctionnaires qui sont dans des bureaux et en les mettant au contact du public, dans la fonction publique hospitalière, à l'hôpital. Il y a, tenez-vous bien, autant d'équivalents temps plein administratifs que d'équivalents temps plein de médecins. Autant. C'est l'adresse en 2016 qui donne ce chiffre. C'est absolument fou. Alors vous allez me dire, mais peut-être faut-il beaucoup d'administratifs pour gérer un hôpital, après tout. Ah oui, on pourrait se poser cette question. Eh bien, il faut regarder qu'en même moment, l'adresse fait la même étude dans les cliniques privées qui soignent aussi bien, différemment, ce n'est pas les mêmes patients, mais qui soignent aussi bien. Et le ratio dans la clinique privée, c'est 1 administratif pour 3 médecins. Donc oui, je vous le dis, aujourd'hui, on a de la possibilité de remuscler la fonction publique avec plus de monde au contact des individus, c'est-à-dire vous et nous, plus de gens au guichet, parce que je ne crois pas que l'on puisse facilement, quand on est âgé, quand on est handicapé, quand on ne comprend pas les procédures,
tout faire par Internet. Je n'y crois pas. Je pense qu'il faut des gens au guichet. Je ne crois pas qu'il faille fermer tous les bureaux de poste. Je ne crois pas qu'il faille fermer toutes les mairies. Moi, je crois à la nécessité de garder les 36 000 communes de France. C'est un tissu pour la France. C'est un ciment pour la France. Et cela, nous pouvons le faire sans augmenter la dépense publique par redéploiement de moyens. Il y a beaucoup aujourd'hui de fonctionnaires qui sont affectés au contrôle d'autres fonctionnaires. Et évidemment, tout cela augmente nos difficultés. Patrick Devedjian, il y a trois ans avant sa disparition, avait fait un discours du Nouvel An sur la question du logement. Et il avait cité, souviens-toi, les 22 établissements ou les 22 normes auxquelles nous devons nous astreindre quand en Île-de-France, mon cher Patrick, président de la métropole, nous devons respecter pour construire. 22 niveaux de décision, 22 organismes qui peuvent dire ce qu'ils pensent de la construction et effectuer une recommandation. Nous sommes un pays devenu fou, nous sommes noyés sous les balles que nous nous tirons dans le pied, nous sommes un pays qui utilise ses moyens, ses forces vives, ses intelligences, à faire en sorte que le système ne fonctionne pas. On voudrait construire la Tour Eiffel aujourd'hui, on n'y arriverait pas. C'est ça la réalité des choses. Louis Pasteur inventerait son vaccin, il ne pourrait pas le commercialiser. J'étais, il y a quelques jours en Bretagne, dans une entreprise qui a fait une découverte extraordinaire, qui est aussi importante que la découverte de la pénicilline. Le chef d'entreprise, breton, mon cher Yves, bretonnant, vraiment, découvre, me dit, j'ai toujours été épaté, sur la plage, il y a des petits vers de sable. Vous voyez les petits vers de sable? Et ces vers de sable sont vivants, que ça soit marée haute ou marée basse. Donc il se demande comment font-ils pour respirer. Eh bien, il découvre que ces vers, en réalité, c'est quand on les écrase, alors c'est pas très sympathique pour les vers, mais c'est comme ça qu'on fait, on obtient une molécule qu'on appelle l'hémoglobine, que vous avez tous dans vos globules rouges, et grâce auquel l'oxygène de vos poumons est transporté à vos tissus. Eh bien, c'est un concentré d'hémoglobine. Eh bien, il est arrivé à récupérer ces petits animaux, en faire de la poudre, et dans des petits flacons pas plus hauts que ça, il peut reconstituer l'équivalent d'un culot de sang, le culot globulaire qu'on vous transfuse quand vous êtes malade, quand vous avez un accident de voiture, etc. etc. C'est une révolution, parce qu'on ne sait pas conserver le sang facilement. Lui, il sait le faire, c'est un lyophilisat, ça se garde pendant des mois. Eh bien, ça fait maintenant 3 ans que le sujet est sur la table. Ça fait 3 ans que la découverte est faite. Ça fait 3 ans que c'est utilisé en médecine, à titre expérimental. Et à votre avis, qu'est-ce qui va arriver? Il va y arriver qu'un Chinois ou un Américain ira à Morlaix, là où il est, et dira « C'est pas mal ce que vous avez inventé, c'est combien ?» Et il le vendra. Il y a quelques mois, dans mon village à Uchian, je regarde ma famille, il y a un jeune homme qui est venu me voir, qui a 28 ans, et qui est polytechnicien. C'est la gloire du village, vous imaginez, un polytechnicien à Uchian, en Corse, c'était jamais arrivé. Nous respectons beaucoup les polytechniciens, ma chère Cassine. Et donc, il m'explique qu'il quitte la France et il part à San Diego. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu vas faire à San Diego, aux États-Unis? Ben, c'est simple, lui, il aime la géologie. Il a découvert une possibilité d'identifier toutes les modifications de relief de la Terre, en particulier là où il y avait des trous, grâce aux images satellites qu'il arrive à traiter. Or, les Américains, aujourd'hui, essayent d'identifier tous les endroits où ils ont creusé pour chercher du pétrole depuis 160 ans, parce qu'ils ont perdu la trace de ces puits de pétrole, pour y stocker éventuellement du CO2. Et donc, ils sont intéressés. Et donc, il y va, me dit-il. Là-bas, on lui donne 300 000 € pour faire le pilote de sa découverte, avec 2 obligations. La première obligation, c'est de déposer un brevet aux États-Unis, si ça marche. La deuxième obligation, c'est de déposer son entreprise aux États-Unis, si ça marche. C'est la seule demande qui est faite par les Américains. Dans 20 ans, la France ira acheter un brevet américain, créé par un Français, parce que nous n'avons pas su le garder, comme nous n'avons pas su garder le vaccin de l'entreprise Valvena à Nantes, qui, quand elle a voulu le fabriquer à Nantes, on lui a expliqué qu'il fallait remplir le dossier de 300 pages. Eh bien, l'entreprise, aujourd'hui, est en train de fabriquer le vaccin en Écosse, de l'autre côté de la Manche, parce que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Nous sommes en train, grâce à des services publics hyper bureaucratisés, de perdre des génies et des intelligences. Moi, je ne le tolère pas. Je veux sauver les services publics et faire des services publics un moyen de prospérité. C'est un moyen d'égalité sur le territoire pour que tout le monde ait le droit
au même niveau de service. C'est un moyen de prospérité pour l'économie. Et si ceux qui pensent que le service public n'est qu'une dépense, je leur donnerai ce dernier chiffre. Le vaccin Pfizer, qui a été développé en Allemagne, ce seul vaccin Pfizer, c'est 0,5% du PIB allemand. Une découverte peut bouleverser votre économie. Nous sommes en train de tuer nos découvertes parce que nous avons une administration tatillonne faite de chefs, de sous-chefs, de commissions et de sous-commissions, d'ordre et de contre-ordre, qui interdit à l'innovation de se développer. C'est ça aussi la réforme des services publics. Je serai le candidat des services publics à droite parce que nous ne devons pas dire n'importe quoi sur les services publics, mais je serai le candidat du service public rénové. Je crois que ça, c'est quelque chose que nous devons défendre, nous, la droite, des services publics. Mettre fin au désordre. Nous mettrons fin au désordre. La vision, c'est une deuxième chose. Nous devons donner de la liberté aux individus. Nous devons redonner de la liberté aux Français. Parce que l'État, ce n'est pas la société. L'État, c'est ce qui doit maintenir l'ordre, comme je viens de vous le dire. Il doit le faire, et il doit le faire efficacement. Mais pour le reste, l'État, ce n'est pas la société. La société, ce sont les individus qui sont là. Et les grandes évolutions de la société, ils ne viennent pas de l'État. Elles ne viennent pas de l'État. Google, Facebook, qui ont bouleversé vos vies, qui ont bouleversé nos économies, ça a été inventé par un État ou ça a été inventé par un individu? Ça a été inventé par un individu. Regardez en matière sociale, puisque la France peut s'enorgueillir d'avoir un système social de forte redistribution. Les Restos du Cœur, qui ont inventé un modèle nouveau de solidarité. Est-ce que c'est l'État qui a inventé les Restos du Cœur? Ou est-ce que ce sont des individus? Moi, je veux redonner de la liberté aux individus. Je crois, et c'est fondamental dans notre projet, en tout cas celui que je défends, que nous devons faire confiance aux individus, nous devons faire confiance aux Français et aux Françaises, nous devons faire confiance pour leur permettre d'exprimer leur potentialité. Moi, je veux que les chercheurs puissent chercher, et pas qu'on leur dise « tu dois chercher là ». Vous savez, avant les vacances d'août, le président de la République a lancé un grand plan recherche. Dans 10 ans, nous serons les premiers, je ne sais plus quoi d'ailleurs, parce que la parole publique est tellement démonétisée qu'on ne se souvient pas de ces promesses. Mais on devrait être premier dans 10 ans dans quelque chose. Eh bien, dans ce quelque chose de recherche, le président a dit « c'est simple, on va ouvrir des crédits pour la recherche. Il y aura un crédit là, sur ce sujet, un crédit là, sur ce sujet, un crédit là, sur ce sujet. » Il n'a rien compris à la recherche. La recherche, vous savez comment ça marche? Eh bien, quand le chercheur cherche ça, parfois il trouve ça. Eh oui, la recherche, c'est aussi le hasard. C'est la recherche qui recherche pour la recherche. Le fait de chercher... La pénicilline a été trouvée, vous savez, par hasard. Un jour, la personne qui a découvert la pénicilline a laissé les boîtes de pétri ouvertes. Elles se sont polluées. Eh bien, il est découvert que la moisissure, ça tuait les bactéries. La recherche, elle doit être libre. Laissez les chercheurs chercher. Laissez les entrepreneurs entreprendre. Je vous ai donné l'exemple de Valménard tout à l'heure. Laissez les professeurs enseigner librement. Qui peut croire que dans une classe d'âge de 780 000 enfants, 780 000 enfants par classe d'âge, tous les enfants, au même moment de leur existence, quel que soit leur niveau d'intelligence, leur environnement culturel, ont le même besoin pédagogique, comprennent les choses pareillement? Évidemment non. Moi, je veux qu'on donne à nos enseignants une autonomie pédagogique. Évidemment qu'ils suivent un programme, évidemment qu'ils suivent des principes, la question de la laïcité, mais donnez aux enseignants, faites confiance aux enseignants, donnez-leur de l'autonomie de fonctionnement. Moi, je veux que les professeurs soient libres de s'organiser dans leurs établissements, mais soient libres de trouver et de définir eux-mêmes leur modèle d'autonomie. Et là aussi, c'est un drame de la politique française. On croit que le soleil continue à tourner autour de la France. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des choses qui se font ailleurs et qui sont bien. En Grande-Bretagne, il y a 10 ans, M. Cameron, qui est celui qui fera le Brexit 10 ans plus tard, vous voyez, a fait quand même quelque chose de bien avant de faire le Brexit. Il a imaginé donner de l'autonomie aux établissements scolaires. Il s'est dit, au fond, même problème que chez nous, 15% des enfants qui ne savent pas lire et écrire en 6e.
Quand vous ne savez pas lire, en 6e à 15%, vous comprenez que vous n'avez aucune chance de trouver un vaccin 20 ans plus tard. Ce n'est pas possible, hein. Il faut savoir lire et écrire pour fabriquer un vaccin. Et bien donc, il s'est dit, le niveau chute, comment je fais? Il a dit aux professeurs qu'il souhaitait, aux parents d'élèves qu'il souhaitait, ouvrez des écoles publiques, vous-même. Des écoles publiques libres. Écoles publiques libres. Ces écoles publiques sont soumises aux mêmes impératifs que les écoles publiques dites traditionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas filtrer à l'entrée. Elles sont financées par l'État. Évidemment, les familles ne payent pas, mais il y a une totale autonomie pédagogique. La conséquence, c'est que 10 ans plus tard, il y a plus de 600 établissements de ce type qui ont été ouverts. 600. 85% ont été ouverts dans des zones défavorisées. L'augmentation du niveau a été notée partout. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance aux agents publics. Et donc, j'en reviens là. Laisser aux individus la liberté d'exprimer leur potentialité, les entrepreneurs, les chercheurs, les enseignants. Je suis allé à l'hôpital de Valenciennes il y a quelques semaines. C'était un hôpital public qui était une caricature d'hôpital public. En déficit, il manquait des postes partout, il manquait des infirmières, des aides-soignantes, des médecins. Les malades n'étaient pas contents, ça attendait aux urgences. Les délais de bloc opératoire étaient déments, et ça, c'était il y a 15 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sont-ils sortis du statut de la fonction publique? Non, non. Ils ont gardé le statut de la fonction publique. Sont-ils sortis de toutes les procédures très lourdes, le Code des marchés publics? Non, non. Ils appliquent toutes les procédures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné de l'autonomie aux agents publics, aux médecins en particulier. Ils leur ont dit, organisez-vous comme vous voulez, dans vos pôles. Définissez vos objectifs. Soyez attentifs à votre dépense. Vous êtes libre de dépenser l'argent qu'on vous a donné et que vous gagnez en faisant des recettes comme vous le voulez. Vous voulez un poste d'infirmière en plus parce que vous croyez que c'est nécessaire dans ce service? Eh bien, si vous avez de quoi le payer, vous le payez. Vous croyez que là, en revanche, on peut faire des économies sur tel ou tel poste de soins ou de non-soins d'ailleurs? Eh bien, faites-le. Soyez autonome. 15 ans plus tard, l'hôpital est à l'excédent. Tous les postes sont pourvus. La médecine qui est faite de très haut niveau, alors que c'est un centre hospitalier régional seulement, entre guillemets. Bref, c'est une réussite et ça prouve toujours cette chose. Quand vous faites confiance aux individus, eh bien ça marche. Et moi je crois que nous devons avoir ça en tête, que la France ne pourra s'en remettre que si nous laissons la possibilité aux uns et aux autres de s'exprimer. Et c'est vrai dans nos communes. Moi je crois aux maires, M-A-I-R-E-S. Il y a 36 000 maires en France. Depuis des années, on les déshabille. On leur retire du pouvoir, on leur retire des compétences, on leur retire des financements. Alors on habille ça, on fait des lois en disant qu'on va faire des lois de décentralisation, qui en réalité sont des lois de recentralisation. Mais nous tous qui sommes maires avons moins de pouvoir aujourd'hui et moins de moyens aujourd'hui que nous n'en avions il y a 10 ans. Et pourtant, il y a eu un nombre de lois dites de décentralisation très importantes. Parce qu'on a inventé des tas d'échelons administratifs supplémentaires. Quand j'ai été élu maire il y a 20 ans, il y avait 3 échelons. Il y avait la commune, le département et la région. Et je me souviens de Patrick Devedjian qui m'accueille, encore lui, et qui me dit, tu sais, il y en a un de trop. 20 ans plus tard, il y en a 5, les échelons. Et l'État encore plus présent qu'avant. Nous avons compliqué les choses parce que nous ne faisons plus confiance aux maires. Moi, je veux redonner aux maires des communes le soin de gérer eux-mêmes leur aménagement, qu'ils définissent leurs objectifs de construction, ce dont désormais nous sommes privés, parce qu'ils connaissent les besoins de la population. Et puis les maires, vous savez, c'est la seule relation des gens qui n'ont pas de relation. Vous avez des relations familiales, au travail, vous connaissez du monde, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de relation, qui sont seuls, totalement seuls. Et la seule personne à laquelle ils peuvent aller demander un coup de main, un conseil, parfois sur un sujet qui n'a rien à voir avec la gestion communale, c'est le maire. Et on est en train de déshabiller les communes en disant le modèle allemand a décrété qu'il fallait moins de communes. Ben non, le modèle allemand n'a rien décrété du tout, parce que le modèle allemand, c'est pour l'Allemagne, mais ici, c'est pour la France. Alors moi, je vais vous dire une chose, on gardera nos 36 000 communes. Ce sont plus d'un demi-million de bénévoles, de conseillers municipaux, qui sont conseillers municipaux du matin au soir, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, qui sont payés rien ou des clopinettes, et qui, grâce
à leur présence, sont la colonne vertébrale de la République. Je serai, moi, le défenseur des maires. Qu'on se le dise, c'est ainsi que j'imagine la puissance publique décentralisée. Redonner de la liberté. On redonne de la liberté. Vous vous rendez compte que l'Allemagne, durant cette épidémie, a continué à avoir des débats sur tout. Tout a été discuté en Allemagne. La chancelière discutait avec les présidents de région, discutait avec les maires, discutait avec les organisations professionnelles. Et en France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les discussions ont lieu en conseil de défense, couvert par le secret défense, où tout est descendant et tout s'applique. Mais souvenez-vous, vous étiez devant votre télévision, comme nous, comme moi, et nous regardions à 20h le soir de savoir ce qui avait été décidé par un seul homme. Alliez-vous ou pas être confiné? Un seul homme qui décidait tout seul. Est-ce que vous connaissez une seule organisation humaine, une seule, où on peut prendre de telles décisions immenses dans le secret d'un cabinet où il n'y a pas de discussion? Non pas, je ne demande pas qu'on fasse un référendum chaque fois, mais qu'il y ait une discussion éclairée. Eh bien non, tout ça a été très descendant. Et on en revient toujours à cette histoire. C'est que non seulement l'État croit avoir réponse à tout, ne le croyez pas, l'État n'a pas réponse à tout. Mais y compris dans votre micromanagement de vie, je crois que nous devons redonner de la démocratie, redonner du dialogue, redonner de la dispute intellectuelle, parce que la France est grande et riche intellectuellement quand elle discute, pas quand elle impose. Gouverner, c'est évidemment à un moment contraindre, mais c'est d'abord arriver à persuader. Et quand je ne sais quel ministre ou sous-ministre vous explique qu'on n'arrive pas à vacciner, mais forcément, quand vous contraignez les gens, quand vous leur faites peur, quand vous n'allez pas leur expliquer, quand vous ne leur faites pas confiance, ils ont peur, c'est normal. On a tous peur devant l'inconnu. Il faut expliquer les choses. Nous avons eu un quinquennat descendant. Je crois que nous devons revenir à un quinquennat démocratique où le Parlement ait tout son poids, puisse discuter. L'Allemagne, en faisant cela, a de meilleurs résultats que nous, et ceux qui n'y croient pas peuvent aller retrouver tous les documents qui existent, qui montrent que ce sont dans les pays où il y a eu le plus d'ouverture, de discussion, de débat démocratique que les choses se sont bien passées. En mars 2020, vous vous souvenez, c'était la guerre. On ne savait pas comment ça allait finir. D'ailleurs, qui savait comment ça allait finir? Soyons humbles. Et puis, c'était l'époque où nous n'avions rien. Pas de masque, pas de test, pas de lit de réanimation, rien. Et à ce moment-là, à Séoul, en Corée, ça allait plutôt bien. Et je me souviens d'une conférence de presse où la maire d'un des districts de Séoul est interrogée. « Mais madame la maire, comment faites-vous pour avoir de tels bons résultats sanitaires? Avez-vous plus de masques? Avez-vous plus de tests? Avez-vous plus de lits de réanimation ?» Alors entre nous, ils avaient un peu plus de tout que nous. Nous, on n'avait pas grand-chose. Mais elle fait sa réponse, elle dit non. Nous, la différence, c'est que ça marche parce que les gens nous font confiance. La confiance dans la parole publique, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et d'ailleurs, tous les maires qui sont ici le savent. Imagineraient-ils gouverner leur ville de leur bureau enfermés sans jamais voir personne et en disant « j'ai décidé de faire ci, j'ai décidé de faire ça », ça ne serait pas possible, tout simplement parce que ce n'est pas la démocratie et tout simplement parce que ce n'est pas l'intelligence. Je veux que nous renouions, imparfait, avec cette attitude habituelle de la politique qui consiste à discuter. Nous avons eu un pouvoir descendant. Probablement le fait que le président de la République n'ait jamais été élu local lui-même a beaucoup aidé à cette attitude. Ce qui a beaucoup aidé aussi, c'était le niveau général des députés de la République En Marche, pardon de vous le dire, mais enfin bon, quand vous avez vu le niveau, vous avez compris. J'étais à Toulouse il y a quelques jours, et à Toulouse, on me présente la députée En Marche. Femme charmante. Vous savez ce qu'elle fait comme métier? Elle est voyante. Alors, il n'y a pas de sot-métier, Mais, me semble-t-il, pour fabriquer la loi, ça peut être utile si ça marche. Mais je ne suis pas certain que ça ait totalement marché. Donc on a un sujet de niveau général avec un président qui a tellement tout écrasé qu'en réalité derrière, il n'y avait plus personne. Et on voit la grande différence entre ce président et nous. Nous sommes une équipe. Vous l'avez vu dans les débats. Il n'y a pas un seul autre parti politique en France, pas un seul,
Même les partis traditionnels, je pense au Parti socialiste, qui est un parti très honorable, qui a beaucoup apporté à la vie politique française, ils n'ont plus cela. Nous l'avons, nous, cette diversité des talents. Je ne le dis pas parce que je fais partie de l'équipe qui débat, mais je crois réellement cela. Nous avons des parlementaires, des députés et sénateurs d'un très haut niveau. Nous gérons des villes, nous gérons des départements, nous gérons des régions, nous gérons des métropoles. Nous avons une somme d'expérience que eux n'ont pas. Mettre fin au désordre, redonner de la liberté et enfin enrichir le pays. Il faut que nous réenrichissions le pays. Comment on réenrichit un pays? D'abord, on le réenrichit intellectuellement. Avec l'école et les 15%, par définition, d'enfants qui ne savent pas lire et écrire en 6e, vous ne pouvez pas réenrichir le pays. Ce n'est pas possible. En Autriche, 2/3 des élèves du secondaire, 2/3, sont en apprentissage. Chez nous, 200 000 sur l'ensemble, simplement, des élèves du secondaire, c'est-à-dire quasiment rien. Chez nous, on fait classe 23 jours de moins dans l'année que la moyenne de l'OCDE. Évidemment, avec 23 jours de moins, vous apprenez moins. Et vous avez une année scolaire plus dense. Et d'ailleurs, vous laissez les parents dans une grande difficulté quand les vacances se multiplient, qu'il faut garder les enfants. Moi, j'ai fait la proposition d'augmenter le nombre de semaines travaillées à l'école pour remonter au niveau de l'OCDE. Pourquoi? Ça nous permettra d'avoir une année scolaire moins dense, plus légère, et surtout de nous remettre au niveau. De la même manière, j'ai fait une proposition très simple. À la fin du CM1, on évalue tous les enfants, ce qui se fait, mais on les évalue partout pareil sur le territoire national. Et cette évaluation, elle sert à quelque chose, parce que je vais vous dire une chose, en France, on évalue beaucoup. Il y a des gens qui sont payés à évaluer. Ça coûte très cher d'ailleurs. Mais souvent, on ne fait rien des évaluations. Donc moi, cette évaluation, je la fais à la fin du CM1 et je regarde le niveau des enfants, le niveau individuel, pas par école, individuel. Et chaque enfant qui n'est pas capable de lire et écrire, en tout cas dont on sait que quand il passera en 6e, il ne sera pas capable de lire et écrire, je le prends et je le mets dans un CM2 avec un effectif extrêmement renforcé à 8 à 10 enfants. La conséquence, c'est que ces enfants, partout sur le territoire national, on leur donne une chance ultime, en les tirant vers le haut, de faire en sorte que quand ils passent en 6e, ils aient retrouvé le niveau qui leur manque et qu'ils ne rattraperont jamais. Soyez conscients que quand vous entrez en 6e sans avoir ces savoirs fondamentaux, vous pouvez apprendre ce que vous voulez. Vous n'y arriverez pas. De la même manière, l'école, elle doit nous enrichir intellectuellement en nous faisant aimer la France. Comment voulez-vous qu'un enfant qui a entendu durant toute sa scolarité que la France avait commis les pires méfaits dans son histoire, avait colonisé, tué, trucidé, pillé le monde entier, puisse être admiratif de son pays et qui n'arrive pas à l'âge de 16, 17 ou 18 ans avec une haine terrible du pays qui est pourtant le sien. Vous avez vu la discussion sur Napoléon l'année dernière? On a présenté Napoléon, et c'était le grand débat, comme celui qui avait rétabli l'esclavage. Mais non, mais tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Mais moi, j'avais appris que Napoléon, c'était aussi Austerlitz, aussi le Code civil, aussi le drapeau français qui avait traversé toute l'Europe et emmené des idées révolutionnaires. Certes qu'il ne l'avait pas appliqué partout. La liberté était maîtrisée à l'époque. Mais toutefois, nous pouvions être fiers de cette grande histoire. Et bien là, on a expliqué à des enfants qui probablement garderont comme seul souvenir de Napoléon celui qui a rétabli l'esclavage. Nous sommes en train de créer une société de l'autoflagellation, alors que nous avons tant de fois dans notre histoire éclairé le monde, de notre intelligence, tant de fois eu des succès, tant de fois faire de belles choses, on explique aux jeunes Français que non, ils vivent dans un pays qui est un pays criminel, qui a fait du mal à tout le monde. Eh bien évidemment, ne vous étonnez pas, quelques années plus tard, ce pays, ils n'en veulent pas. Et quand vous leur demandez s'ils s'estiment français, ils vous disent non, parce que être français, c'est honteux. Moi, je veux rétablir la fierté d'être français. Mesdames et messieurs, la fierté d'être français, ça passe par l'école, tout commence par là, et toutes les lois que nous ferons sur le séparatisme ne serviront à rien si nous ne reprenons pas la main aussi sur l'école, sur les programmes et sur la manière d'expliquer et d'enseigner ce qu'est le roman national. En tout cas,
Moi, j'en fais une priorité politique. C'est un sujet absolument majeur. L'école, c'est la base de tout. Je veux enrichir le pays par les chercheurs. Enfin, cette histoire de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, aucun étranger vient étudier en France, c'est une folie. Quand un étranger vient étudier en France, c'est une chance. Peut-être que le futur prix Nobel va arriver. Le dernier prix Nobel allemand, en réalité, fourni par une université allemande en chimie, elle est française. C'est la française. Elle est allée là-bas faire des études. Elle est allée là-bas faire son doctorat. Elle est allée là-bas chercher. Je crois que la France doit redevenir un pays qui attire les intelligences et pas qui les repousse. Il y a un livre, il y a un auteur qu'il faut citer avec une grande précaution, puisqu'il a un passé un peu sulfureux, qui est Paul Morand. Paul Morand avait écrit un très beau livre qui s'appelle 1900, l'exposition universelle, vous savez, à Paris, en 1900. Et il dit, à cette époque, ce n'est pas tout à fait la phrase, mais vous allez comprendre le sens, le monde entier apportait son or à la France, à Paris, qui le frappait à son propre sceau, puis le redistribuait. La France doit redevenir cet endroit particulier où l'intelligence se fait. Pour qu'elle se fasse, il faut qu'on les accueille, les intelligences. Et moi, je vais vous dire, je préfère 1000 fois des étudiants et des chercheurs étrangers qu'à des gens qui viennent sur le territoire pour toucher des allocations. Ça ne fait aucun sujet là-dessus. Je pense que nous devons reprendre la main sur l'intelligence. La reconquête, l'enrichissement, il est aussi intellectuel par les chercheurs. Et moi, je serai celui qui rétablira une recherche française digne de ce nom et qui demain, j'espère, pourra compter des prix Nobel et des médailles Fields. Enfin, enrichir le pays, c'est l'enrichir économiquement. Moi, je n'en peux plus de ces entreprises qui partent. Cette désindustrialisation, la moitié du PIB de l'Allemagne industrielle, c'est notre PIB. Nous produisons 2 fois moins qu'en Allemagne. Or, l'industrie, c'est quoi? L'industrie, c'est des emplois. L'industrie, c'est de l'exportation. L'industrie, c'est de la souveraineté. 80% des antibiotiques que vous avalez quand vous êtes malade sont fabriqués en Chine. Vous savez, les Chinois n'ont pas besoin d'avoir une grande armée. Ça tombe mal, ils l'ont. Mais ils n'ont pas besoin de ça. Il suffit demain qu'ils disent « plus d'antibiotiques pour l'Europe ». Eh bien, quand vous aurez une angine, vous mourrez d'une angine. Vous mourrez d'une pnéumopathie, d'une péritonite et d'une appendicite. Nous sommes devenus un pays dépendant parce que nous sommes un pays qui ne produisons plus. Moi, je veux qu'on produise en France. C'est pour ça que j'ai fait 2 propositions. La première, c'est celle d'avoir un impôt qui soit un impôt patriotique sur les entreprises. De quoi s'agit-il? Il y a l'impôt, une série d'impôts les plus idiots possibles, qui s'appellent les impôts de production. C'est l'impôt que vous payez avant même d'avoir eu votre premier client. Vous voyez, demain, j'ouvre une boulangerie-pâtisserie, rue Voltaire, à la Garenne-Colombe. Boulangerie-pâtisserie Juvin. Eh bien, ne riez pas, c'est vrai, je pourrais faire. Eh bien, avant même d'avoir mon premier client, je paye déjà des impôts et des taxes. Ça s'appelle l'impôt de production. Eh bien, que voulez-vous? En France, on en paye beaucoup plus qu'ailleurs. Tenez-vous bien, la totalité des impôts de production payés par les entreprises françaises est égale à la totalité de tous les impôts de production payés par les entreprises de 23 pays de l'Union, y compris l'Allemagne. La France, les entreprises françaises, 23 pays de l'Union, y compris l'Allemagne, en valeur. C'est comme si vous mettiez sur le dos de chaque PME française un sac à dos plein de pierres et vous leur dites « Allez, le gars, maintenant, il faut courir aussi vite que le voisin allemand, le voisin danois ou le voisin hollandais. » Évidemment, ce n'est pas possible. Il faut baisser ces impôts de production, que j'appelle des impôts qui sont antipatriotiques, parce qu'ils poussent justement à partir. Moi, je veux que, de nouveau, nous soyons capables de produire en France. Produire quoi? Produire tout ce dont nous avons besoin. Et ces impôts de production, il faut les faire peser d'abord sur les zones non métropolitaines. Pardon, Monsieur le Président de la métropole. Pourquoi? Parce que dans les 15 premières métropoles de France vivent 30% de la population et il y a 80% de la croissance. Ce qui signifie que là où vivent 70% des Français, il n'y a plus de croissance. 20%. 30%, 80% de la croissance, 70% des Français, 20-30% simplement de la croissance. Il faut
réindustrialiser à cet endroit, là où on en a besoin, là où il y a tous ces gens qui n'ont pas de travail et qui sont désespérés, parce qu'ils n'ont pas tous les avantages de la ville. Les impôts de production, je les baisserai massivement. Si vous les baissez de 35 milliards sur les 109, un rapport a montré que nous n'aurons pas de diminution des recettes de l'État en réalité parce que nous recréerons suffisamment de richesses pour compenser cette diminution. C'est pour ça que ma proposition est de 35 milliards. Je vais faire une deuxième proposition, beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. C'est celle de la TVA. Moi, je souhaite qu'on baisse, qu'on divise par deux la TVA de tous les produits fabriqués sur le territoire de l'Union européenne par rapport aux mêmes produits fabriqués en dehors de l'Union européenne qui entrent sur le territoire de l'Union européenne. Il y a un moment où il faut se dire que l'Union européenne, elle doit servir à nous protéger. Moi, j'assume, j'ai été député européen pendant 10 ans, je ne raconte pas n'importe quoi sur l'Europe. Il y a eu, dans un débat hier, il y a eu une discussion entre nous. Moi, je ne dirais pas que la loi européenne doit être inférieure à la loi nationale. Ce n'est pas vrai, c'est le contraire de l'Europe. En revanche, je connais suffisamment l'Europe pour savoir tout ce qu'elle nous apporte, mais je sais aussi tout ce qu'on peut en modifier. Et je crois que nous devons faire de l'Europe aussi un élément de protection de nos industries et de nos emplois. C'est comme ça que ça marche. Enfin, l'enrichissement, il est évidemment un enrichissement qui est celui de l'enrichissement climatique. Enfin, c'est quand même extraordinaire. On a la COP26 qui vient de se terminer. On a des objectifs majeurs et on voit tous les jours les effets du réchauffement climatique. Ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique lié à l'activité humaine, bah demandez-leur si la Terre est plate. Vous savez qu'il y a 9% des Français qui croient que la Terre est plate. 9%. Qui croit que la Terre est plate ici? Ah, une personne, 2 personnes, très bien. Donc 2 personnes. C'est moins de 9%, donc je vous remercie. Ça signifie que les gens qui m'apprécient un peu ont peut-être une connaissance plus appréciée, plus acutisée de la réalité des choses. Donc il faudra qu'on se voit tous les deux juste après la manifestation. D'ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est qu'une des 2 personnes qui a levé la main est ma fille. Mais donc, oui, on n'est jamais bien servi que... Bon. Eh bien, la question du réchauffement climatique, elle est évidente, elle ne fait plus de doute. Le réchauffement climatique lié à l'activité humaine. Et là, voyez-vous, je crois qu'on ne peut pas non plus expliquer les choses en ne s'appuyant pas sur des faits. Moi, je crois que la vie politique, ce n'est pas de la magie. Je crois que la vie politique sont des chiffres. Moi, je fais de la politique comme je fais de la médecine. Je lis, j'analyse, je regarde, je compare, je regarde ce que fait le voisin, ce que font les voisins. Bref, je ne lance pas des chiffres en l'air en disant finalement ça retombera bien et on verra. Je m'applique dans toutes mes propositions à vous faire des propositions sérieuses. Et quand je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Et quand je me suis trompé, je dis je me suis trompé. Vous savez, ça donne une puissance, une liberté et une tranquillité d'avoir une telle attitude. Eh bien, sur le réchauffement climatique, je vais vous dire la chose suivante. Si nous voulons arriver à la neutralité carbone en 2050, la neutralité carbone, c'est, vous savez, c'est pas comme certains l'ont dit lors de débats, le fait qu'on va cesser d'émettre du CO2. Parce que pour arrêter d'émettre du CO2, il faut arrêter de respirer. Et donc, ce n'est pas dans mon programme, ça. Donc, vous allez pouvoir continuer à respirer. C'est simplement qu'on va émettre du CO2, mais pas plus que la nature est capable de l'épurer. La neutralité carbone en 2050, c'est un objectif politique absolument majeur que nous devons respecter. Comment y arriver? Eh bien, il faut y arriver en électrifiant, je vous le fais court, le plus possible notre énergie, qu'on ait moins de fossiles et beaucoup d'électricité. C'est d'ailleurs pour ça, probablement, qu'Emmanuel Macron a fermé une centrale nucléaire. Tout ça est d'une logique absolue. Emmanuel Macron, il y a 2 ans, décide de fermer Fessenheim, et puis là, il nous explique, cocorico, mardi dernier, qu'il va rouvrir des EPR. Enfin bon, bref, passons. Il faut donc qu'on ait plus d'électricité demain qu'on en a aujourd'hui. C'est ça la réalité des chiffres. Je ne vous mens pas. D'ailleurs, ce n'est pas Philippe Juvin qui vous parle. Lisez le rapport de RTE, qui est une entreprise plutôt sérieuse. Il y a des gens plutôt qui savent compter, écrire et lire. Ils ont passé l'épreuve du fin de CM1, ceux-là. Ils savent. Ils écrivent quoi? Ils disent, si on veut électrifier le pays, il faut faire et du nucléaire et du renouvelable. Les deux. Alors, on peut faire que du renouvelable, il y a un scénario, ça coûte très cher, et on n'y arrivera pas. Donc, vous laissez tomber. Il y a un scénario qui est le scénario avec la moitié de nucléaire, la moitié de renouvelable. Alors, à ceux qui vous disent, moi, je ne veux que du nucléaire, je dis, bah, peut-être, mais ce n'est pas dans le scénario, et surtout, on ne voit pas comment c'est faisable. Pourquoi? Parce que sous Giscard, souvenez-vous, pas souvenez-vous, pour les plus anciens, pardon, pour les plus jeunes,
on construisait 1 à 2 centrales par an. Là, il y en a une à Flamanville, en Normandie, qu'on essaye de construire depuis 15 ans. Donc ça signifie que si vous voulez construire des centrales nucléaires pour arriver à la neutralité carbone en 2050, il faut probablement construire environ une trentaine d'EPR, c'est-à-dire 30 fois Flamanville qu'on n'arrive pas à faire depuis 15 ans. 15 ans fois 30, vous voyez où ça nous mène. On est mal sorti, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc ceux qui vous disent que du nucléaire, ça ne marche pas. C'est la vérité. Vous savez, si on n'aime pas la vérité, il n'y a qu'à porter plainte contre la vérité. Moi, je ne m'appelle pas, enfin je ne vais pas citer de nom, mais moi je vous dis les choses. Je vous dis comme elles sont. Donc il faut du nucléaire, il faut du renouvelable. Les deux. Comment on fait? Eh bien on construit des EPR. On construit des éoliennes. Et comme les éoliennes, ça embête tout le monde, il faut quand même le dire, qui a envie d'avoir une éolienne dans son jardin. En réalité, c'est plus complexe que ça. Quand vous vous promenez en France, il y a deux catégories de gens qui veulent des éoliennes près de chez eux. Ce sont les agriculteurs retraités. Parce qu'avec 900 € par mois, quand vous mettez une éolienne dans votre champ, vous doublez votre retraite. Donc il faut aussi se poser la question des petites retraites des agriculteurs. Et puis ce sont les petites communes qui n'ont pas de recettes ou plus de recettes et qui veulent avoir des recettes et qui les acceptent. Et donc il faudra s'intéresser à ces deux catégories. Mais moi je suis favorable à un moratoire total sur les éoliennes terrestres. On ne les démonte pas, comme dit Madame Le Pen, qui elle y va avec la clé à molette et tac, je te démonte tout ça. Enfin, accessoirement c'est un peu compliqué, ça coûte très cher, etc. On construit un maximum d'éoliennes en mer, il y a des éoliennes marines. Alors on va vous dire, ça défigure le paysage. Enfin bon, moi je suis un peu myope, alors sans lunettes je ne vois pas très loin, et donc quand l'éolienne est au bout là-bas, en fait vous voyez une tête d'épingle dépassée de la mer. C'est ça le niveau. Donc la défiguration est assez relative, d'autant que désormais on peut mettre aussi des éoliennes plus loin. Et donc si je vous dis ça, c'est que la politique, il ne faut pas la faire avec de la magie, il faut la faire avec des chiffres. 2050, c'est 14 EPR, pas 6, pas 25, 14 dans le rapport de RTE, et une puissance d'éolienne qui est la puissance permettant d'arriver à la moitié de la production électrique. Je crois que nous sommes un parti politique qui est un parti politique qui est à part. Nous sommes un parti politique sérieux. On ne peut pas s'amuser à raconter n'importe quoi. On doit regarder les choses, les chiffres, et dire ce qu'on fait en fonction de ces chiffres. En tout cas, peut-être avez-vous vu durant ces deux débats que moi j'ai toujours essayé de faire ça. J'ai toujours essayé d'être rigoureux en vous disant, au fond, j'aimerais vous dire ça, mais je ne peux pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Je ne vais pas vous expliquer que la Terre est plate parce qu'elle n'est pas plate. Et je ne vais pas vous expliquer que je peux créer des richesses sans les avoir produites parce que je ne sais pas le faire. Donc je ne sais pas distribuer de l'argent gratuitement. Je ne sais pas faire comme M. Castex qui vous fait des chèques. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est des chèques en bois. Vous avez compris, parce qu'il va falloir les rembourser. Et que c'est des chèques qui sont microscopiques. Je veux qu'on trouve des solutions qui sont des solutions viables. Sur le pouvoir d'achat, évidemment, il faut aider immédiatement les Français. Le pouvoir d'achat explose sur la question de l'énergie. Moi, j'ai fait deux propositions. Premièrement, j'arrête la taxe sur la taxe. Il y a une TVA, une taxe sur la taxe des produits pétroliers. On est dans un pays de fous. 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros que je redonne aux Français. Et puis M. Castex a dit « Ah oui, mais le prix de l'électricité augmente, mais l'État ne s'est pas mis de milliards dans la poche. » Alors j'ai regardé les chiffres, là aussi. Et je regarde quoi? En 2019, recettes de l'État, TICPE, taxe sur les produits pétroliers, 11,3 milliards, 2019. Projet de loi de finances, 2022, 18 milliards. Donc entre 11 et 18, ça fait 7. Et 7, c'est de l'argent que l'État se met dans la poche en matière de taxes parce que l'énergie a augmenté. Je veux redonner ces 7 milliards aux Français. Comment? Avec une taxe sur les produits pétroliers flottante qui fait qu'elle baisse quand le prix de l'énergie augmente et elle augmente quand le prix de l'énergie baisse pour que les Français ne soient pas les premiers à payer la note et que l'État prenne sa part. Vous voyez, il n'y a pas de magie là-dedans, il y a de l'explication des choses. Et puis évidemment, le pouvoir d'achat est lié à la question de l'emploi. Celui qui croit qu'on peut distribuer du pouvoir d'achat à richesse constante vous raconte des histoires, ou alors lui-même n'a pas compris, ce qui est possible. Et les deux sont possibles aussi, cumulatifs, c'est assez fréquent d'ailleurs. C'est-à-dire que quand un pays a une richesse donnée, eh bien pour redonner à l'intérieur de cette richesse du pouvoir d'achat par simple redistribution, eh bien quand il donne la richesse à l'un, il le retire à l'autre, à moins que ça soit de la dette.
C'est pour ça que moi, je veux augmenter la richesse du pays pour que la richesse soit mieux distribuée et que la richesse soit plus facile parce qu'elle profitera à tout le monde. Sur tous ces sujets, mettre fin au désordre, redonner de la liberté aux Français massivement, leur faire confiance. Et 3, réenrichir le pays. Je pense que nous, les Républicains, nous avons un message à tenir. C'est celui d'être sérieux. Le deuxième message à tenir, c'est celui de la liberté. Vous êtes dans un parti politique de liberté. Votre liberté, elle vous apporte quoi ? Elle vous apporte la possibilité de dire que, en face, votre adversaire politique n'est pas votre ennemi et que tout ce qui a été fait en face n'est pas forcément mauvais. Et celui qui vous le dit, Philippe Juvin, a été très dur vis-à-vis du gouvernement, à tel point que... ça a été très dur, je ne vous raconterai pas tout ce qui m'est arrivé. J'ai été très dur vis-à-vis du gouvernement. Eh bien, vous savez ce que disait Beaumarchais ? Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur. Et donc c'est vrai, moi je suis de ceux qui disent que tout n'a pas été mal fait en face, et quand je serai élu, je garderai tout ce qui a été bien fait, et je changerai tout le reste, vous inquiétez pas. Mais je ne crois pas que la vie politique soit manichéenne. Nous devons réapprendre, nous les Républicains, à être des gens sérieux, en reconnaissant que des choses sont faites bien d'un côté et mal de l'autre. Et parfois, le mal, c'est nous qui l'avons fait. Nous n'avons pas pris de bonnes décisions au bon moment. Nous parlions d'immigration, nous parlions de délinquance. Mais c'est parce qu'à un moment donné, nous, il n'y a pas que nous avons lâché la bride à l'école. Nous avons lâché la bride dans les services publics. Vous savez, quand vous retirez un service public dans un quartier, eh bien, vous avez parfois un trafiquant qui prend la place. Quand vous retirez du service public dans un autre quartier, vous avez un pseudo-imam qui prend la place. C'est comme ça que ça se passe. Moi, à la Garenne, j'ai souvenir de cet individu peu recommandable, fiché S d'ailleurs, je l'ai su après, merci le préfet de nous prévenir en temps et en heure, qui avait décidé de prendre d'assaut une association de locataires pour donner des cours de rattrapage aux petits garçons simplement, pas aux petites filles. Je ne sais pas pourquoi, c'est qu'il était curieux. Et donc, en quelques jours, nous avons compris ce qui se passait et nous avons mis des services publics et nous avons organisé nous-mêmes les cours de rattrapage. Nous avons occupé le terrain. Et donc, si je vous dis tout ça, c'est que nous devons être des gens sérieux et nous devons être des gens libres de reconnaître ce qui n'a pas marché parce qu'il y en a un qui ne reconnaît jamais qu'il s'est trompé. C'est Emmanuel Macron. Il vous a expliqué qu'il ne ferait jamais de mea culpa. Vous ne vous souvenez pas de Madame Sibeth, la bien nommée ? Oui. Eh bien, Madame Sibeth, elle avait même expliqué qu'elle pourrait mentir et qu'elle assumait de mentir pour défendre son patron. Et moi, je crois que c'est totalement l'inverse. Quand vous commencez à mentir, quand vous n'êtes pas capable de reconnaître vos erreurs, eh bien, en fait, vous devenez faible. Parce que ça marche au début, forcément. Mais rapidement, on voit que vous êtes trompé et que vous ne reconnaissez pas vos erreurs. Le 11 mai 2020, nous déconfinons. 10 jours plus tard, le président de la République explique « Finalement, nous n'aurons manqué de rien ». C'est ça qu'il décrit. Mais on a manqué de tout. On a même manqué de housses mortuaires pour les gens qui mouraient. Dans l'EHPAD à côté, là, à 10 mètres, on manquait de housses mortuaires. Donc, ce n'est pas vrai, on a manqué de tout. Et je pense, voyez-vous, qu'Emmanuel Macron aurait dit dès le début, ben voilà, nous ne sommes pas prêts. C'est vrai, on tirera les leçons ensuite. Il n'y a pas de masques, ou pas suffisamment. On les réserve pour les médecins, les infirmières, les kinés. Mais j'avoue que nous n'avons pas été prêts. Tout aurait été changé. Les Français y auraient cru. Mais moi, j'aurais été le premier à lui dire, ben vous avez raison, c'est comme ça qu'on mène le combat. Vous savez, ceux qui aiment l'histoire connaissent l'histoire du premier mois de la guerre en 1914. Déclaration de guerre, 2 août 1914. Communiqué de guerre tous les jours. On a repris l'Alsace et la Lorraine. Tout va bien, on a l'impression qu'on est à Berlin. Et puis un matin, le communiqué tombe, les armées françaises se stabilisent sur la Marne. Alors là, les gens se disent, la Marne, c'est très éloigné de Berlin. Ben oui, quand vous ne dites pas la vérité, quand ça arrive, la vérité, parce qu'elle arrive toujours, la vérité, eh bien vous n'êtes plus crédible. Je crois que nous devons être le parti politique de la crédibilité. Dire ce que nous avons fait de bien et le revendiquer. Dire ce que nous avons loupé pour dire que nous allons faire différemment. C'est comme ça que la politique moderne doit se faire. C'est comme ça que nous serons de nouveau crédibles. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vais continuer et finir ma campagne. Enfin, dernier point. Dernier point.
Après ce modèle que je vous ai décrit en 3 points, l'État fort, la confiance faite aux individus et le renouveau, la prospérité, la richesse, je pense que nous devons être aussi un parti politique de la fidélité. Moi, mon héros, c'est Léon Blum. Vous allez me dire, Léon Blum n'était pas très républicain, c'est vrai. Enfin, si, il était républicain, mais il n'était pas haut républicain. Parce qu'après le congrès de Tours, on demande à Léon Blum pourquoi il est resté à la SFIO. Ah oui, SFIO qui était le Parti socialiste de l'époque pour les plus jeunes. Et il répond quelque chose de très simple, il dit, vous savez, il fallait bien quelqu'un pour garder la vieille maison. Moi, avec les quelques individus qui sont derrière et qui travaillent avec moi, aux Républicains, nous sommes toujours restés dans la vieille maison. Et que dire qu'à une époque, ça n'a pas été facile. Nous sommes restés dans la vieille maison parce que nous pensions que cette vieille maison, elle est nécessaire à la vie démocratique, tout simplement. Il faut une alternative. Il faut une alternative. Oh, je comprends ceux qui sont partis parce que nous avons été décevants, parce que nous avons manqué, parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Je le comprends. Mais je crois qu'il faut une alternative. Il faut que dans une vie politique normale, il y ait à côté du pouvoir une vraie alternative. Marine Le Pen est-elle la vraie alternative? Enfin, bon, bref, passons. J'aime beaucoup les chats, donc je n'ai pas de sujet là-dessus. Mais vous voyez, ce n'est pas suffisant. Monsieur Zemmour, c'est très bien, mais on a eu des députés qui faisaient le voyant, et maintenant on aurait un président qui ferait le commentateur. Enfin, il faut avoir commandé un peu pour être président de la République. Vous voyez, il faut avoir commandé au moins un service de rédaction. Il n'a même pas commandé un sous-service de rédaction. Il faut savoir un peu commander. Être chef, ça s'apprend quand même. Et donc, la vie démocratique, elle nécessite à côté du président de la République et sa majorité qui est réelle, et à côté de Madame Le Pen qui est réelle, il faut quelque chose au milieu. C'est nous. C'est pour ça que nous sommes restés. C'est pour ça que nous avons travaillé, et Christine a montré tout le travail qui a été fait par le parti politique. Moi, je suis resté pour ça. Je suis resté parce que je crois que la vie démocratique française nécessite cette alternance. Et puis enfin, je conclurai là-dessus. Le plus important, au fond, dans cette élection, ça va être l'épreuve de vérité. La seule question, s'il fallait synthétiser, vous savez, dans les exposés, parfois, on dit s'il n'y a qu'une chose dont il faut que vous vous souveniez, c'est ça. Moi, j'adorais ça à la fac parce que j'avais l'impression, si j'avais raté tout avant, de me dire, au fond, je sais ce qu'il faut savoir. Évidemment, c'est un peu périlleux, mais notre modèle de prospérité, c'est notre souveraineté. Je veux dire par là que dans toute notre histoire, chaque fois que nous avons eu des crises, nous avons inventé un nouveau modèle de prospérité, un nouveau modèle de développement de la société. Et nous devons nous-mêmes l'inventer cette fois-ci. Si nous ne l'inventons pas, il y en a un qui s'imposera. Il y a toujours un modèle qui se substitue à l'ancien quand les choses vont mal. Et les choses vont mal aujourd'hui. Nous sommes rachetés par petits bouts par les Chinois, vous avez vu. Et j'ai raconté cette histoire lors du premier débat, mais j'étais député européen quand les Grecs étaient en crise, comme nous. Alors les Grecs, à l'époque, souvenez-vous, eh bien, il n'y avait plus de médecins pour soigner. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui nous arrive. Les Grecs, à l'époque, ils devaient emprunter pour payer les fonctionnaires. C'est ce qui nous arrive. Bref, tout ce qui arrivait aux Grecs il y a 10 ans, c'est ce qui est en train de nous arriver. Et un jour, les Grecs se sont réveillés, et le port du Pirée, qui est le port historique d'Athènes, celui de Périclès, avait été racheté par Costco, les Chinois. Et c'est fini. Ils sont chinois, c'est chinois. C'est fini. Moi, je ne veux pas me réveiller, apprendre que les centrales nucléaires, mes fameuses EPR, là, de Flamanville, qu'on n'arrive pas à ouvrir, les TGV, soient chinois, ce n'est pas possible. Mais c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va vraiment arriver. Vous savez, il y a l'aéroport de Toulouse qui a été vendu déjà. On a vendu la Française des Jeux. Mais demain, on vendra peut-être autre chose. Vous puissiez décider de votre avenir, le sujet est là. Quand les Alliés débarquent en 1944, les Américains débarquent avec une monnaie. Les Américains ont imprimé une monnaie. Et comme ils sont maîtres en France, à l'époque, ils disent on va distribuer notre monnaie. Ça sera la monnaie française. Général de Gaulle s'y oppose. Pas parce qu'il est le général de Gaulle, ça ne suffit pas. Il s'y oppose parce que depuis 2 ans, au gouvernement d'Alger, ils ont mis au point, ensemble, un projet de société qui est différent de celui d'avant la guerre. Ils se sont dit on ne va pas reprendre celui d'avant la guerre, ça n'a pas bien marché. Donc on va en inventer un nouveau.
Et c'est ce modèle de développement de société qui leur permet de s'affirmer face aux Américains qui arrivent avec leur puissance en disant « nous avons un nouveau modèle qui va s'imposer aux Français » et obtenir l'adhésion du peuple. Nous devons faire pareil. Nous devons inventer notre nouveau modèle de prospérité. Si nous ne l'inventons pas, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, un autre nous sera imposé par la Banque centrale européenne, ou le FMI, ou les Allemands, ou les Chinois. Et moi, comme vous, je n'en veux pas. Général de Gaulle, à qui on demandait, en général, croyez-vous que la France existera toujours? Eh bien, il répondit après quelques secondes, comme quoi la réponse n'est pas certaine, ce n'est pas immédiat, oui, bien sûr. Il réfléchit, et il répond, oui, probablement. Donc, vous voyez, quelques secondes d'attente, puis probablement, à condition qu'elle le veuille. Mes chers amis, ce que je vous propose ce soir, c'est que nous décidions collectivement de le vouloir, que la France soit toujours la France. Vive la République et vive la France! Merci à vous tous. Ceux qui n'ont pas encore adhéré ont encore 24 heures pour le faire, mais ils peuvent le faire dehors, sur toutes les tables. Merci à vous tous. Rentrez bien et votez bien. Le premier et le 2. Le 2, c'est Austerlitz. La 4, c'est l'anniversaire de Christian Jacob. Alors faites-lui plaisir.